Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux nouveautés de SQL Server 2014. Donc je suis accompagné de Sébastien. Bonjour Sébastien. Franck, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Pertus et je fais partie de la même équipe que Franck chez les évangélistes techniques sur la partie Windows 8 et SQL Server. Merci Sébastien. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler des nouveautés de SQL Server 2014. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la technologie in-memory, dont le nom de code était Hekaton. Et qui n'est pas, Sébastien, un projet qui est si nouveau que ça, finalement. Non. Alors, d'abord, la nouveauté majeure, c'est qu'elle est intégrée complètement à SQL Server 2014. Oui. Ça, c'est par défaut, il n'y a rien à rajouter. Ça fait partie du produit lorsque vous l'avez. Et c'est un projet qui a été initié en 2009. Les premières études là-dessus ont été faites là-dessus. Pourquoi ? Eh bien parce que le constat, c'était simple, c'est qu'on avait de plus en plus de grosses bases de données, notamment les data warehouse que l'on voit qui ont plusieurs millions de lignes. Et le constat, c'était que les disques durs commençaient un peu à être moins performants et la mémoire devient de plus en plus accessible. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire un système qui permettrait d'avoir un mécanisme de lecture beaucoup plus cohérent en utilisant de la mémoire plus que d'utiliser un disque dur qui est beaucoup plus lent. De là est parti le projet Hekaton et donc si on rentre un petit peu plus dans la technique, le principe c'est de changer la sollicitation du serveur SQL et ne plus passer par un système de stockage en page pour éviter justement les contraintes que l'on connaît tous, qui sont tout ce qui est latch, tout ce qui sont ces petits systèmes de lock interne à la mémoire pour pouvoir avoir un flux de données constant qui soit extrêmement rapide. Mais surtout qui permettent aussi malgré le fait que ce soit en mémoire évidemment, ce qui peut être embêtant, c'est de dire ce que je conserve toutes mes propriétés d'acidité, donc tout ce qui est acide reste évidemment. Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Les données sont en mémoire, le serveur crash, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Dans tous ces cas-là, de ce côté, évidemment, ça c'est le moteur SQL lui-même qui vous le garantit. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et une nouveauté qui a été aussi encore apportée pour encore améliorer les performances de ce modèle-là, c'est de dire de pouvoir faire des requêtes SQL qui soient complètement compilées, qui soient donc en code natif. Voilà l'idée. Alors, juste avant de te donner la main sur le reste, il y a beaucoup de choses que l'on entend sur Hekaton, notamment, j'ai lu il n'y a pas longtemps des gens qui confondent ça avec ce qu'on avait à l'époque qui s'appelle les DBCC Pin Table. Oui, moi aussi je l'ai entendu. Ouais, oui. Voilà. Alors, puisque on va en profiter un petit peu là pour essayer de démystifier un petit peu la chose, les DBCC Pin Table, moi j'ai connu ça à l'époque parce que c'était très très simple à utiliser. Ça permettait juste de dire au moteur SQL de ne pas descendre les pages qu'il avait montées en mémoire sur le disque. Donc on avait toutes les pages restaient dans le buffer pool. Donc ça, finalement c'était bien de la table en mémoire. Mais par contre c'était uniquement pour des petites tables. C'est-à-dire que dès qu'on avait des trop grosses tables, il y avait beaucoup plus de mécanismes de synchronisation qui étaient mis en œuvre et on perdait l'apport d'avoir ce système-là. Donc c'était, on va dire, un ancêtre, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui avec Hekaton qui vraiment gère beaucoup plus de lignes. Effectivement, ça n'a rien à voir parce que déjà, rien que le système de fichiers derrière restait identique. Dès que là, on a revu aussi le système de fichiers, notamment pour assurer toute la partie durabilité des données dont parlait Sébastien tout à l'heure en cas de justement défaillance physique du serveur. Donc l'idée, comme vous voyez ici sur les slides, c'est de s'appuyer sur la technologie FileStream qui permet donc de stocker les informations directement sur des fichiers. Et les fichiers vont être de trois natures pour pouvoir assurer la durabilité de vos données. Le premier fichier va être le root file. C'est tout simplement un fichier qui va contenir les métadonnées entre la description des fichiers du data file. Donc le data file qui va contenir les enregistrements de vos bases de données finalement, qui va avoir la particularité d'être ajoutés dans l'ordre des transactions. Alors, pour assurer justement tout ce qui est update, insert, delete dans vos informations, il va y avoir un petit fichier qui sera le delta file et qui va juste contenir les enregistrements supprimés. Et pour chaque enregistrement, il va tout simplement stocker les numéros, les références vers le delta file. Ce qui est très important, c'est que chaque fichier data file correspond à un delta file. Ces deux fichiers-là forment vraiment un couple et ne peuvent pas être séparés. Ce sont ces deux fichiers-là qui vont assurer l'intégrité de vos données. Alors, on a aussi
repenser donc la structure des informations en mémoire. Donc les données, il n'y aura plus de notion de page. Donc un peu ce que disait tout à l'heure Sébastien. Tout simplement, les données en mémoire seront stockées donc, par ligne, dans un ordre chronologique. Et pour ça, donc, il faudra rajouter un index. Et l'index, donc c'est une nouvelle structure qui s'appelle un h-index. Donc tout simplement, on va découper un index et on va redistribuer ces index directement sur les données. Ce qui est très important, c'est que les index vont résider uniquement en mémoire. Donc ça ne sera pas stocké sur le disque, c'est-à-dire que quand vos serveurs vont redémarrer et que les tables vont être remontées en mémoire, l'index va être reconstruit en même temps que les données vont être montées en mémoire. Et les index ne font que pointer sur les données, et donc il faut bien penser à réserver l'espace suffisant de vos index pour pouvoir justement optimiser l'accès à vos données. Alors, le mieux, c'est de vous montrer une architecture. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'architecture d'un SQL classique que vous connaissez aujourd'hui. Donc, votre client ici, votre application, va attaquer SQL en passant par le TDS, Tabular Data Stream, qui va être le point d'entrée de l'application, donc au moteur SQL. Et ensuite, vous voyez ici donc, le cheminement des requêtes ou des demandes de votre application au sein du moteur SQL pour avoir accès aux tables et aller jusqu'au data file ou aux transactions log s'il faut. Ce que vous voyez ici, donc, c'est tout simplement le chemin et la structure des tables dans le buffer pool. Et ici, le système de fichiers, le data file group et les transactions log. L'idée, c'est quoi? Si on veut appliquer le mode Hekaton, vous allez avoir deux modes dans la technologie in-memory, un mode interop et un mode natif. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà décrire le mode interopérabilité. L'idée, c'est quoi? C'est de créer un autre espace complètement différent du buffer pool, et on va se réserver donc un espace en mémoire, et on va créer des tables qui vont être optimisées pour utiliser cet espace en mémoire. L'idée, c'est quoi? C'est que ces tables-là vont être migrées dans cet espace, table plus index, et on va tout simplement, si on décide que nos tables sont durables, persistantes en cas de crash, donc elles vont être aussi rajoutées dans le fameux file group qu'on vous a décrit tout à l'heure, donc le fameux delta file et data file. Les index, eux, ne sont plus logués, donc ça a disparu ici du transaction log, mais resteront en mémoire, vu qu'ils seront reconstruits à la volée lorsque les données sont remontées en mémoire. Donc là, l'idée, c'est de se mettre dans un premier temps en mode query interop, ce qui fait que l'application qui est là, toujours en passant par le fameux TDS, va suivre son chemin normal, puis à un moment, va aller chercher les tables qui se trouvent en mémoire. L'intérêt de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de réécrire votre application. Ça restera toujours la même entrée sur le moteur SQL. Votre application pourra indifféremment aller chercher des tables qui vont résider en mémoire ou sur disque. Et surtout, vos procédures stockées vont continuer à fonctionner de la même manière. Rien qu'en faisant en passant en mode interop, vous pouvez déjà faire du x10, x15, x20 en termes de performance par rapport à l'accès à vos données. Si maintenant vous allez plus loin et passer en mode natif, c'est-à-dire full in memory, qu'est-ce que ça veut dire de passer en mode complètement mémoire? C'est-à-dire que même vos procédures stockées vont être montées en mémoire. Elles vont être réécrites, récompilées, elles vont monter en mémoire. Attention cependant, lorsque vous êtes en mode natif, vos procédures stockées ne pourront plus avoir accès aux tables qui sont dits disques base, c'est-à-dire toujours dans l'ancien format d'SQL Server. Mais là, lorsque vous passez en mode natif, on peut espérer avoir des gains de x50, 60, 80 en fonction de la nature de vos tables. Je ne sais pas si vous avez bien vu sur le slide, on a parlé tout à l'heure de la possibilité de garder la durabilité de nos fichiers. Donc ce que nous disait Sébastien tout à l'heure, et grâce au système de fichiers data file, delta file, de pouvoir assurer la durabilité, cette durabilité, avec la technologie de memory, on peut la débrayer, notamment pour des tables de staging lorsqu'on met en place un ETL, pour gagner encore en performance. Et donc, les tables ne sont plus du tout loguées, résident juste en mémoire. Ce qui fait que si jamais, pour X raison, vous perdez le serveur physique, tout ce qui va être conservé, ça va être juste le schéma de votre table. Les données, elles seront perdues, mais dans le cas des tables de staging pour un ETL, on s'en fiche finalement. Tout ce qui importe, c'est de récupérer le schéma de la base et justement de gagner encore en performance en débrayant la durabilité de vos transactions. Alors, après, la question, ça peut être, c'est comment on crée une table en mémoire? Eh ben, c'est tout simplement un create table finalement que l'on va faire avec une petite particularité. C'est qu'on va lui définir que la table est optimisée pour la mémoire.
C'est ce que je disais donc précédemment, on va définir la durabilité. C'est-à-dire, si on fait schéma on data, on va être durable. Si on met juste schéma only, donc là, on ne va pas justement conserver les informations en cas de crash, mais par contre, en termes de perf, on va vraiment gagner, on va considérablement gagner dans ce cas-là. Alors, c'est là où aussi on va définir nos clés primaires, donc c'est la structure de H-index. Donc bien définir ici le nombre que l'on va donner, donc c'est l'espace mémoire que l'on va réserver, arrondi à la puissance 2 supérieure. Il faut faire attention à ce genre de choses. Et puis on peut définir un second index si on le désire. Alors, comme l'a dit Sébastien, c'est complètement intégré à SQL Server 2014. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien entendu, on peut faire des backups et des restores. Fort heureusement quand même. Ça serait dommage, surtout qu'on parle de durabilité. Si vous ne pouvez pas faire de backup restore, c'est un peu dommage. Des technologies donc de haute disponibilité et de reprise d'activité sont disponibles, comme le failover clustering. Alors là, par contre, il faut faire attention. Comme les données sont montées en mémoire, en cas de bascule. Et forcément, il faut donc tout remonter en mémoire. Voilà, donc on passe sur le nœud suivant, en cas de bascule. Si vous avez beaucoup de choses à remonter, n'oubliez pas qu'il faut monter les données en mémoire, qu'il faut reconstruire les index, donc ça peut prendre un certain temps. Ceci dit, on a la solution, et la solution s'appelle, Sébastien, Always On. Always On. Ah, excuse-moi, là j'étais un peu... En fait, Always On va vous permettre d'avoir justement un serveur primaire, des serveurs secondaires, et dans ces serveurs secondaires, vous pouvez définir des secondaires actifs, ce qui fait qu'ils auront déjà les tables en mémoire, ce qui fait que si jamais on doit basculer sur un des serveurs secondaires, les tables étant déjà en mémoire, la bascule se fait extrêmement rapidement, du moins beaucoup plus rapidement que dans le cas d'un failover clustering. Alors bien entendu, pour monitorer tout ça, il y a les DMV, les catalog view, les compteurs, les X-Event. Truc classique. Exactement. Chose qui est plutôt intéressante, c'est administrable via Management Studio, mais ça on va vous le montrer en démonstration. Et puis surtout, si on a eu beaucoup la question lorsqu'on faisait les IT Camp avec Sébastien, c'est comment, est-ce qu'il y a des outils pour nous aider, comment on peut faire justement pour savoir quelles tables sont éligibles ou non à passer dans la technologie de memory. Pour ça, il y a des outils, donc l'AMR Tool, Analyse Migrate and Report Tools, et puis un petit assistant qui va vous dire si votre table peut être montée en mémoire, et sinon, pourquoi. Le mieux, c'est de faire une démonstration. Passons à la démonstration. Donc là, ce que nous avons ici, Sébastien, c'est tout simplement une application qui va simuler l'achat de réservation de billets d'avion en ligne. Alors, juste pour savoir, finalement, là, on parle de hackathon, etc., c'est quand même pas anodin comme truc. Donc, je suppose que c'est pas juste pour des petites tables classiques d'une base de données où il y a peut-être quelques milliers de lignes, quoi. En parlant comme ça, on a l'impression que c'est quand même l'artillerie lourde. Alors, tout à fait, donc c'est vraiment pensé pour une certaine volumétrie. On peut monter sur plusieurs millions de lignes, on peut aller sur plusieurs gigas. Quand je parle de plusieurs gigas, c'est plusieurs centaines de gigas qui peuvent être montés en mémoire. Bien entendu, il faut le serveur pour derrière, mais vous pouvez monter 512 gigas sans problème si vous avez la place mémoire qui va bien. Alors, il faut savoir en plus que les données sont compressées. Donc, quand je dis 512 gigas, ce sont des données sur disque. Ça peut être une volumétrie beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Effectivement, tu as bien fait de le préciser. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement une application qui va simuler donc, des achats de billets d'avion en ligne. Donc là, c'est parti. Donc je lance l'application et on voit qu'ici, qu'on a à peu près donc, 300 transactions secondes. Et si on regarde les diagnostics, le processeur n'est pas utilisé à 100%. Et là, ici, on voit qu'on a beaucoup de latch, donc de lock, sur nos données. Alors, ce que l'on va faire ici, donc là, je vais arrêter l'application. On va dire, ça peut être très bien une appli qui peut bénéficier de la technologie in-memory. Donc, ce que l'on va faire ici, sans fermer l'application, j'insiste, c'est la même, je ne vais pas la fermer. Je vais tout simplement, ici, je reviens dans mon Management Studio, sur cette table-là que vous voyez, Ticket Reservation, je vais tout simplement transformer la table en table en in-memory. Donc je vais tout simplement exécuter mon script, et pendant qu'il s'exécute, je vais vous montrer ici, donc on fait un create table, et on va tout simplement lui dire que ça va être optimisé pour la mémoire, et qu'on va lui demander une durabilité, on va prendre le schéma et les données. Donc là, le script s'est exécuté correctement. Donc je vais revenir sur mon appli que je n'ai pas fermé et puis je vais lui faire je redémarre. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? C'est que déjà, en termes de performance, là, donc le temps qui se lance, on passe, ça va x40, x30 et surtout, on n'a plus du tout de latch sur nos transactions. C'est-à-dire qu'ici, le processeur est occupé à 100% et comme il n'y a plus ces systèmes de verrouillage, donc là on est vraiment dans un système optimiste,
et ben donc les transactions peuvent y aller à fond en fonction de la demande. Donc là, vous voyez, donc j'oscille entre 20, 30, ça dépend, en fonction des transactions qui sont envoyées à ma base de données. Là, ici, je suis en mode interopérabilité, c'est-à-dire que je n'ai juste monté mes tables en mémoire, mes procédures stockées n'ont pas bougé, c'est-à-dire que je n'ai rien réécrit finalement. J'ai juste transformé ma structure de table. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin en performance, je peux passer en mode natif. Là, en mode natif, ça va peut-être nécessiter à réécrire mes procédures stockées. Donc, chose que je vais faire ici. Et donc là, je vais tout simplement détruire mes procédures stockées et les recréer pour qu'elles soient justement optimisées pour monter en mémoire. Et maintenant, je vais lancer mon application. Et là, je suis en mode natif, c'est-à-dire tout en mémoire, aussi bien mes tables que mes procédures stockées. Et donc là, vous voyez, là, je suis à x106, x80, 97, x100. D'accord, mais ce qui est pas mal là, si je comprends bien, c'est que l'application cliente qui attaque les données, elle par contre, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Donc c'est vraiment ce qui se passe. C'est les mêmes points d'entrée sur la base de données. C'est les mêmes points d'entrée, donc c'est le fameux TDS dont on parlait tout à l'heure. On n'a vraiment fait qu'un travail sur la base de données elle-même. Exactement. On n'a pas du tout réécrit l'application, ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, tu peux très bien me dire, mais comment je peux savoir si telle ou telle table va être éligible pour passer en mémoire? Alors, on fournit des rapports, ces rapports donc via l'outil AMR, qui vont permettre tout simplement de nous aider à savoir, en fonction de l'activité sur le serveur, de nous dire cette table-là, sans trop d'efforts, peut justement optimiser les performances des applications. Donc ici, vous avez des rapports, Transaction Performance Analysis Overview, qui va vous permettre justement de vous aider dans la décision. Donc ici, ce que je vais faire, je vais chercher mon rapport et je vais tout simplement l'exécuter. Donc là, il va vous dire, voilà, on a des rapports sur les analyses des usages, sur les contentions et au niveau des procédures stockées aussi. Donc là, par exemple, si je prends le rapport sur les contentions, que vous voyez ici, donc voilà, donc je vais tout simplement l'exécuter. Il va vous dire, voilà, en fonction des usages de votre base de données, j'ai détecté que la table ticket réservation de détail était une très bonne candidate justement pour être montée en mémoire. Donc là, je vois que j'ai d'autres tables ici qui sont un peu moins bonnes, dans le sens où ça va demander peut-être un effort et puis le gain ne va pas être terrible de monter cette table en mémoire. Donc vous pouvez faire la même chose pour vos procédures stockées. Donc là, vous avez un rapport ici dédié aux procédures stockées qui vous dit, voilà, ces procédures stockées peuvent être intéressantes justement d'être passées en mode natif dans la technologie in-memory. Et si je clique donc sur un des procédures stockées, il va vous dire les gains, etc., qui pourront être éventuellement envisagés. Autre chose qui est intéressante, pour toutes vos tables qui sont basées sur disque, donc ce n'est pas monté en mémoire, si vous faites un clic droit dessus, vous avez accès à ce qu'on appelle Memory Optimization Advisor, donc un petit outil. Déjà, si vous avez accès à cette fonctionnalité, ça veut dire que vos tables ne sont pas montées en mémoire. Et surtout, si vous l'exécutez, il va vous dire si cette table, oui ou non, est éligible, et si elle n'est pas éligible, pourquoi. Donc là, ici, je vais tout simplement assister l'assistant, et là, il va me dire, cette table-là, tu ne pourras pas la monter en mémoire, tout simplement. Pourquoi? Donc là, il nous dit où est l'erreur. Et là, dans ce cas-là, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'index qui a été défini sur la table. Rappelez-vous, comme les stockages en mémoire sont faits en ligne, on est obligé d'avoir un index pour pouvoir avoir accès à l'information, bien entendu. Donc là, il nous dit, créer un index, et puis peut-être qu'après, on pourra monter la table en mémoire. Donc voilà ce que je vais vous montrer dans ces démos. Donc les gains en performance, que l'on soit en mode interopérabilité ou en mode natif, et surtout les outils qui peuvent vous aider à migrer vos tables en mémoire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette nouveauté de SQL Server 2014. Merci à toi Sébastien d'être venu aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt.